Bonjour à tous. Aujourd'hui à la radio musicale, des hits qui nous suivent depuis toujours. Allez, c'est parti avec la chanson Bing Bada Boom Bing Bang de l'artiste Brother George. Allez, on y va. Excusez-moi tout le monde, c'est ma voix du matin. C'est David Bocage qui vous parle et qui fait aussi des pubs de cigarettes. Allez. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dread sur le Tape et une nouvelle introduction mélangeante, si c'est le premier épisode que vous écoutez à vie. Très content de faire cet épisode aujourd'hui parce que c'est avec un ami personnel. Je suis très content donc de vous le présenter. Je vous rappelle que je vous l'annonce, vous pouvez pas le savoir, que cet épisode-là est enregistré dans un contexte assez particulier, au Comédia, mais pas dans ma chambre d'hôtel, devant public. Et quand je dis public, c'est peut-être exagéré, dans le sens que c'est encore du Comédia, ils ont programmé des podcasts que je trouve vraiment cool. Et notre podcast était à la Taverne Grande Allée, et c'était, je pense, un mercredi soir à Québec, ça, donc c'était un peu... c'était un peu un tough call en termes d'attirer du monde dans cette case horaire-là. Puis c'était très, très tôt en plus. Là, c'était comme, je sais pas, c'était à 5-6 heures en tout cas. Fait que je sais pas si les gens n'avaient pas encore soupé. Mais c'est pas grave parce qu'on a fait le podcast à la Taverne Grande Allée sur Grande Allée avec Nicolas Tremblay et Jean-Thomas Jobin. Et quand je dis ami personnel, je parlais de Nicolas. Jean-Thomas, gros con, ce gars-là. Gros imbis, mais non, c'est pas vrai. C'est aussi vraiment cool. Donc on a fait ça à la Taverne Grande Allée dans le cadre du Comédia. Et on est arrivé, il y avait honnêtement quelques personnes. Là, ça en est presque arrivé. Honnêtement, ça s'entend même pas tant que ça au début, ces applaudissements. On dirait vraiment que ça a l'air normal, comme quoi, pas de caméra, pas de problème. Mais ouais, c'est ça, il y avait comme quelques personnes. Puis tout le monde qui était là, puis les gens du staff qui sont venus finir par écouter le podcast, c'était comme, hey, c'était vraiment intéressant. Puis tout ça, puis c'est vraiment drôle parce que le lendemain, je jouais là-bas, au même endroit le lendemain, je jouais mon 60 minutes, mon show solo, Échapper le gâteau. Puis j'étais comme, wow, si c'est ça demain, c'est un podcast qui n'a pas de public ou pas, c'est pas vraiment grave dans notre cas, dans notre type de podcast, mais s'il n'y a personne pour un show d'humour, c'est catastrophique, là. Puis finalement, le lendemain, j'étais sold out. Ils ont refusé du monde. Il y avait des gens assis dans les marches. Puis je le mentionne pour, me vanter. Non, mais surtout, pour remercier. Parce que ça s'était comme passé vite. Puis moi, je suis pas resté à Québec longtemps, mais j'aimerais ça prendre le temps de remercier tout le monde qui s'est pointé à Québec pour mon show Échapper le gâteau. À la Taverne Grande Allée, ça a été un show incroyable. C'était oversold out. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont été virés de bord, donc je m'excuse, mais j'espère vous recroiser prochainement quand je vais repasser jouer à Québec. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. Quand je parle du podcast qu'on a fait au Comédia, là, ce podcast-ci, cet épisode-ci, ça a été le 9 août 2018. C'est avec Nicolas Tremblay, qui est un ami personnel qui m'a été présenté par un certain Jay du Temple. Ça, je peux en parler plus tard, je pense, dans le podcast, mais qui est vraiment devenu un ami personnel, qui est vraiment un gars très, très cool et qui a un petit peu d'introspection puis qui a assez de distance avec cette espèce de carrière weird qu'est le hockey. Pour en parler, c'est un choix de 6e ronde des Bruins en 2008, je pense, 6-8. Vous irez le débit, et donc il a joué universitaire, tout ça, à Clarkson. Donc voilà, puis Jean-Thomas Jobin, un passionné du puck qui joue lui-même 3-4 fois semaine et qui est reconnu pour ses talents de passeur. Il y a d'ailleurs un épisode plus tôt qui est enregistré dans la première saison avec Jean-Thomas et Adib. Alors, on avait le casting du blanc de famille aisée de Québec et l'immigrant de deuxième génération de milieu modeste à Montréal. On parlait un peu de leur relation au hockey. Ça, c'était vraiment un bon épisode. D'ailleurs, Adib, je me souviens une anecdote d'Adib de comment il a appris à jouer au hockey dans la ville de Saint-Laurent en étant tout le temps sur le nerf et très agressif parce qu'il était tout le temps en survie à la patinoire du coin. Donc, avec les plus vieux là, qui disent de t'en aller. Donc, bref, ça pour dire, super soirée, super podcast avec les gars ici. C'était juste une heure parce qu'on avait une case horaire à respecter. On devait s'en aller. Et donc, parce qu'il y a des shows après. C'était une drôle de soirée d'ailleurs parce qu'après ça, Nick m'a amené. Il était tellement tôt, il m'a amené. C'était la game au stade Vidéotron, au centre Vidéotron, là, pas au stade, au centre Vidéotron, la game de charité avec tous les joueurs de la Ligue nationale. On est allé manger dans une loge parce qu'il y avait une loge avec le bureau. Puis après ça, ils m'ont ramené à un show que j'avais à 11h à Comédie dans le Noir. Donc, ça a été parce que c'est un show d'humour dans le noir. Et les gens ne savent pas qui est l'humoriste. Ils le savent seulement à la fin du spectacle. Donc, bref. Donc, c'était
toute une soirée, mais ça, c'est juste de moi à moi que je dis ça. Alors, voilà, donc merci aussi. En fait, je vais surtout remercier les gens qui se sont pointés à cet enregistrement-là. Je sais pas comment vous saviez qu'il y a eu ça, puis tout ça, mais parce qu'on en avait parlé là, sur nos médias sociaux, on avait fait de la pub, mais comme je vous dis, c'était vraiment un peu difficile. Donc, merci à ceux qui sont venus. Pour vrai, c'était vraiment un épisode que j'aime vraiment. Et donc, c'est ça. Voici... Je vous rappelle, 9 août 2018, ça a été enregistré. Voici M. Jean-Thomas Jobin et Nicolas Tremblay. Drette sur le tape avec David Bocage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Comédia. On est très peu nombreux, mais s'il vous plaît, on fait un maximum de bruit. On s'imagine dans un aréna rempli pour David Bocage! Yes! On est 1000 ce soir à la Taverne Grande. Bonsoir, ça va bien? Oui! Yes! Merci. Honnêtement, vous faites plus de bruit que beaucoup de shows que j'ai fait devant plus de personnes. Merci d'être là. Maxence, au son, est-ce que ça fonctionne? Non, pas grave. Non, c'est pas vrai. Non, oui, ça marche super. Hey, écoutez, c'est cool parce que c'est un podcast, puis donc je ne veux pas parler trop longtemps parce que je veux qu'on ait le plus de temps possible pour les invités. Par applaudissement, y en a-tu ici qui connaissaient le podcast? Ben, par applaudissement, les 8, oui. OK. Super. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, sinon, s'il y en a qui ne savent pas, y en a-tu ici qui n'ont aucune idée? Ils sont où en ce moment? Par applaudissement? Non? OK, bon, parfait. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Drette sur le tape que j'ai parti il y a 2 ans. C'est des podcasts où je reçois des gens reliés au hockey de près, de loin, mais en fait, le hockey est juste un prétexte pour parler à des gens intéressants qui ont des parcours intéressants. Et sans plus tarder, je vais présenter nos 2 invités ce soir. On est à Québec, donc qui dit Québec dit nordique, qui dit nordique dit Peter Stachny. Donc ce soir, on a Jean-Thomas Jobin avec nous. Yes! OK. Yes, et en plus de Jean-Thomas, ça prenait quelqu'un qui avait joué plus haut que nous. Donc, attends, c'est blessant. Je vais essayer d'insulter le plus vite possible. Non, c'est un ami personnel. Je suis vraiment content qu'il soit là parce que ça fait longtemps que je voulais le recevoir au podcast et il habite à Québec, donc c'était le parfait moment. Mesdames et messieurs, vous allez en apprendre plus sur lui. Je suis très content que vous le découvriez ce soir. Monsieur Nicolas Tremblay! Est-ce que par applaudissement, des gens ici avaient déjà entendu le nom de Nicolas Tremblay? Non, parfait. Moi, j'ai entendu dans la loge tantôt quand tu me l'as dit. Présenté, ouais. Puis en plus, content de te voir. Ouais. Merci. Allô. J'entends, t'es quand même un féru de hockey en plus. Ouais, je suis un féru de hockey. C'est pas comme si. Mais je suis pas autant les drafts que toi. Là, en plus, c'est ton ami, mais dans le sens que je suis pas aussi fou des drafts d'avance puis investiguer sans bon sens. Mais de plus en plus, parce que là, j'ai un pool keeper, puis. Penses-tu que dans mon pool keeper, je devrais-tu te prendre? C'est quoi, c'est un pool keeper? Un pool keeper, c'est quand tu as des joueurs pendant longtemps, tu les protèges chaque année, tu te protèges 6-7 joueurs. Oh! Fait que le hockey, ça t'intéresse vraiment plus. Non, mais honnêtement, tu te dis, est-ce que je devrais te prendre? Ça fait comme 10 ans qu'il travaille en finance. Je sais, mais c'était ça le gag. Ah oui. Faut que j'explique mon humour toute la soirée. On dirait que je te ramène au début de ta carrière, où les gens sont vraiment au courant. Non, c'était pour les gens qui ne savaient pas si Nicolas joue encore. Non, Nicolas, il joue plus au hockey depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Même plus dans les ligues de garage, rien? De temps en temps pour me garder en forme, mais plus trop non. OK. Tu peux même t'avancer encore un petit peu plus pour le micro. C'est Maxence. Mais quand tu termines de quoi que ça fait 20 ans que tu fais de ta vie, on dirait que t'es écœuré, puis je sais pas si c'est la même chose avec vous, avec l'humour éventuellement. L'humour dans 2 ans, Max. Mais on dirait que c'est une cause de ma vie que j'ai éloignée pendant un petit bout de temps, puis là je recommence à jouer au hockey pour le fun. Il y a eu un genre de période de deuil. De sevrage, je te dirais, où tu as comme une écœurantite vraiment aiguë du sport, que t'arrêtes tout. Absolument. Mais il y en a plusieurs qui disent ça, que ça prend comme un genre de période tampon de je veux plus rien savoir pendant un bout de temps. Parce que je pense qu'il y a aussi la notion. Moi, je me suis jamais comme entraîné, là, tu sais, quand j'ai joué au hockey 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, mais c'était tout le temps ludique. Mais quand il y a une notion d'entraînement, puis de travailler ton corps. Là, il doit y avoir vraiment une surdose que tu es brûlé. Mais ça devient maladif à un point où tu dors, tu manges, tu t'entraînes, tu fais absolument tout pour le hockey. Fait que la journée où tu arrêtes puis tu découvres que tu peux vivre ta vie sans te soucier ce qui va arriver sur la glace, on dirait que tu commences à vivre pour vrai puis là, tu décroches complètement. C'est quoi que tu avais le plus hâte de faire quand tu as arrêté le hockey? Honnêtement, pas avoir à m'en faire le vendredi soir si je prends une bière avant le souper, mettons.
OK. Parce que pendant longtemps, surtout quand je jouais universitaire, on n'avait pas le droit de boire ou presque. C'est une façon de dire que tu aimerais avoir une bière au lieu de l'eau. En ce moment. Ben, j'ai 2 coupons dans mes poches et que je vais les prendre après. Pour l'instant, l'eau est correcte. Mais non, on était très, très, très régimentés. Puis quand on arrive professionnel, mais c'est drôle parce que il n'y a plus vraiment rien à propos de l'alcool. Les gars boivent quand ils veulent. Ils boivent la veille des matchs. Ils boivent la journée des matchs s'ils veulent aussi. Mais pendant plusieurs années, non, t'es régi extrêmement. C'est drôle parce que l'université, c'est comme le moment où les gens boivent le plus de leur vie. Ouais, mais nous, on est à l'écart et on les regarde faire. Ouais, mais ça se peut pas. Là. Surtout que vous êtes des gars entre 18 et 22 ans. Aux États-Unis, en plus, t'étais pas majeur à cette époque-là, sûrement? Non, c'est 21 ans pour boire là-bas. Ça, Je suis arrivé là à 20 ans. Fait que j'étais pas très, très loin. Puis, comme au Québec, tu commences à boire à 14 ans. J'ai commencé à boire en arrivant là-bas. Mais non, on a le début de la saison, les premiers mois, puis après la saison. Je te dirais qu'on boit pas mal la quantité d'alcool pour une année dans ces périodes-là. Ouais. Fait qu'on a quand même un bon temps pour s'amuser. OK. On va reculer un petit peu, parce que moi, la manière que je t'ai rencontré, c'est pour expliquer à Jean-Thomas et... Sur Tinder. Sur Tinder, Ouais. Ouais, on est synchronisés, man! Je savais que ça ferait un bon match. Les deux swipe right en même temps. Qu'est-ce qui t'a charmé chez lui? En fait, je t'ai rencontré à cause de Jay du Temple. En fait, mon ami Jay, qui est aussi un joueur de hockey d'ailleurs, qui est un bon joueur de hockey, qui m'a dit hey, il y a ce gars-là, je peux pas croire que tu le connais pas, Nick Tremblay. Il a même été repêché par Boston, 5e ronde, on va y venir plus tard. Et en fait, tu as travaillé. Parce qu'en fait, comment t'as rencontré Jay, en fait? Parce que, Ouais, c'est une drôle d'histoire. Jay, c'est un membre éloigné de ma famille. Non. Ben oui, c'est le cousin à mon beau-frère, qui est le mari de ma sœur. Ah, OK. Donc, je connaissais le père à Jay qui détient un vignoble, le domaine Saint-Jacques, qui est sur la rive sud de Montréal. Puis je me cherchais une job pendant l'été. Disponible en SAQ, juste le dire. Parfait. Ouais, c'est un excellent. On a vu le name drop très habile. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est un des commentaires du podcast, donc je le rementionne. Donc, oui, domaine Saint-Jacques, dans le coin de Napierville. Fait que quand tu joues au hockey puis tu joues pas professionnel, tu fais pas d'argent. Fait que j'avais besoin de faire un petit peu d'argent l'été. Le père à Jay a décidé de m'engager sur les champs. Fait que toute la journée, je coupais des vignes. Donc, si vous buvez du domaine Saint-Jacques actuellement, ça vient de moi. C'est moi qui ai travaillé les vignes. Ta sueur. Humble, parfait. Littéralement ta sueur. Ouais, c'est ma ça. sueur. Et la sueur de Jay aussi parce qu'il travaillait dans le champ avec moi. Donc, Vas-tu pouvoir fournir pour le web des captures d'écran ou des photos de toi un peu en sudation? Au niveau des médias sociaux, c'est vraiment de même ça marche à cette heure. je dois en avoir une coupe. C'était comment travailler avec Jay? Jay en fait, dans le temps, il s'appelait Jérémy, premièrement. Ouais, c'était Jérémy, le petit gars plus gêné, plus introverti, puis il avait les cheveux rasés, ce qui est extrêmement bizarre à ce temps-là. Moi, je dis toujours que quand j'ai connu Jay en 2011, il rentrait à l'école de l'humour, il arrivait d'une équipe de football, il arrivait du cégep, cheveux rasés, vinaigre blanc, chemise... quand tu appelles ça, un collier en argent. Mais je pense que le collier était fait en dents de requin. Oui, c'est un genre de chaîne en métal. Je dis toujours, quand je t'ai connu, tu t'appelais Steven. Il arrivait vraiment, là, j'ai gagné le bol d'or, ouais, décroche. C'était vraiment une autre personne. T'es vraiment loin des kits fleuris, là, by the way. Bref, fait que Jérémy Pré, Jay du Temple, travailler avec lui dans Vigne, justement, comment il était avant. J'avais la préconception que c'était un sportif comme moi, un petit peu. Fait qu'on parlait pas mal de sport, mais je voyais déjà qu'il y avait un attrait vers l'humour, mais il n'avait pas décidé de rentrer à l'école d'humour à ce moment-là. Il avait quel âge? Probablement 16-17 ans. Oh shit, ok, il était vraiment quand même jeune. Okay. Puis venant d'une famille d'entrepreneurs assez... aguerris, certes. Assez aguerris, exactement. Je pense qu'il voulait suivre un petit peu dans les mêmes traces, puis il a divergé après ça, mais déjà là, on a eu un bon contact, moi puis lui, on s'entendait super bien, puis on a continué de garder contact à travers les années. Mais tu voyais que dans le champ, c'était un grand travaillant. Ouais. C'était fou. Le matin, il était là avant moi. Quand je partais, il restait là, puis il se levait la nuit d'après moi pour en faire. C'était incroyable. Le vin de glace, ouais. Mais il y a tout ce que tu as parlé, c'est drôle parce qu'il a tout appliqué à sa carrière en humour. Tu sais, c'est comme le travail, il y a personne qui est aussi déchaîné que lui, puis l'entrepreneuriat, il l'a appliqué à l'humour. Tu sais, c'était un des premiers à comprendre les médias sociaux, à s'autoproduire, à son show, tout ça. Fait c'est un épisode sur Jay du Temple. Ouais, honnêtement, Jean-Thomas, je sais pas pourquoi je t'invite. Ton expérience avec Jay, Jean-Thomas. C'est ça, j'ai connu Jay, j'étais en camisole. Il y a un an. Super récent. Non, mais c'est ça, bref, ça pour dire, on est là complètement plug, Jay, c'est pareil. C'est quoi son site web? jaystamp.com, sa nouvelle tournée. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus de son show. Bien faire, le nom de son show. Disponible. C'est pas les heures verticales? Tu te mélanges avec les Denis Drolet. Non, donc bref, tu as connu Jay à ce moment-là.
Qu'est-ce que je veux dire? On s'en est là. Si on parle juste de Jay pendant 1 heure, pour vrai, je l'écoute en boucle cet épisode-là. Non, mais moi, je sais même plus où je l'ai allé avec ça. Mais c'est la façon qu'on s'était rencontrés Oui, à travers c'est ça. Jay à cause de ça. Oui, bref. Et après ça, je me souviens même plus c'est quoi. Ah oui, c'est ça. Mais ça, t'avais quel âge, là? T'étais-tu déjà à l'université? J'avais à peu près 2 ans de plus que Jay, fait que j'avais 18-19 ans. Ouais, parce que toi, t'as décidé, parce que toi, tu savais que tu voulais aller à l'universitaire, c'est ça? Je savais pas pantoute. Non. Puis c'est drôle, si on recule dans ma carrière, j'ai pas été repêché junior majeur. Puis c'est quand même drôle de penser que sur 15 rondes junior majeur, t'es pas repêché, puis tu penses qu'éventuellement, tu vas faire quelque chose dans la vie au hockey. Plus grosse déception de ma vie, je dirais, mais non. Après ça, j'allais en droit, j'allais à l'université McGill, puis c'était fini pour moi. Tout ce que tu viens de me dire, c'est tout pas ça qui est arrivé, là, aussi? C'est aucunement ça qui est arrivé. J'ai pris une chance, j'étais allé jouer au hockey en Ontario. De là, j'ai eu une excellente saison. J'ai eu ma bourse d'études pour aller à l'université américaine et j'ai été repêché dans la Ligue nationale à partir de là. Mais sinon, honnêtement, dans un univers parallèle, je serais un avocat en ce moment, puis je serais probablement assis dans la salle. Fait que c'est... Tu serais fucking pas ici, c'est ça? Tu serais ici à Candiac. Genre... non, mais c'est drôle parce que c'est ça, en fait, parce que t'es ni avocat, t'es pas à la McGill, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, parce qu'il y a des jeunes qui sont assez... Qu'est-ce qu'il y a? Ça me revoterait que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quoi le repas préféré de Jay? J'aime ça parce que tu dis une phrase et Jean-Thomas prend cette phrase-là et continue dans sa tête et s'en va ailleurs. Ouais, je vais arrêter, mais ça me fait bien rire, mais c'est ça. Excuse-moi. Les tatous de Jay. À quel âge? Non, en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est que par rapport à ton cheminement, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont bons au hockey puis qui sont comme OK, moi je veux. Bon, c'est sûr que les gens, il y en a beaucoup qui veulent jouer junior majeur. Tu l'as dit, plus grosse déception de ta vie? Ben, Quand sur même pas 15 rondes, dire. puis je sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà regardé un repêchage de junior majeur, mais il arrive... D'après moi, non. Surtout pas Jean-Thomas qui regarde même pas le repêchage de la Ligue nationale, mais t'arrives à un point où ce Les que... enfants de 16 ans. Passer, mettons, la 12e ronde, les équipes passent les choix. Ils sélectionnent pas. Ah ouais, OK. Puis quand t'es assis dans les estrades, puis que tu vois que l'équipe sélectionne pas, puis tu te dis, tu sais... Même Ils vont pas. faire des signes de main, ils vont dire à l'équipe, prenez-moi. Ça coûte absolument rien, je vais Invitez-moi payer au pour camp. venir au camp, mais non. Ah ouais. Fait que j'ai pas été sélectionné. Fait que c'est sûr qu'après ça, tu te dis, tu fais un deuil quasiment sur ta carrière. Ouais. T'as pas T'es percé le triste, junior équipe. majeur. Mettons, ronde 2 passe leur tour, puis 3e tour, on va prendre lui. Normalement, c'est un petit peu plus tard. Quand il n'y a absolument plus personne dans les estrades qui choisissent plus. Ils inventent des noms juste pour vous troller. Vous êtes dans les estrades. Kiki coucou. Non, mais c'est parce que pour vrai, je suis disponible et j'aimerais. C'est ma carrière, c'est ma vie. Non. Tu sais, les Sabres, ils avaient fait ça, hein? Tu savais ça? Non. Les Sabres, ils ont fait ça dans un draft des années 70. Genre, avant, il y avait plus de rondes dans la Ligue nationale. Il y en avait 15, je pense, à l'époque. Puis là, ils sont rendus à 7. Puis, écoute, il était rendu à une ronde où il était tellement écœuré, il voulait juste s'amuser comme Jean-Thomas. Puis ils ont dit, je ne sais plus quelle ronde, ils ont dit on repêche des katanas de Tokyo, quelque chose, Yuri Tsujimato, c'est un faux nom complètement. Là, le monde J'ai fait une crise de cœur à dans Tokyo les années 70, pendant un japonais. Le monde, les médias Le capotaient. premier- Le japonais. drafté. C'est quelque chose Tsujimuto. Puis tu peux voir des fois quand tu vas au game des Sabres, il y en a qui ont ce chandail-là, tu sais, en ok. joke, ce que je trouve malade. Puis là, le monde est comme, OK. Puis tout le monde pensait qu'il existait. Les reporters n'arrêtent pas de demander, mais c'est quand qu'il arrive? Tu sais, en plus, gros, tu le vois que c'est un gars que les sabres japonais, c'est quoi déjà? Katana, est-ce que j'ai dit Kanatum, ça c'est une ville. Les katanas de Tokyo, tu sais, comme les sabres. Ah ouais, ok, C'était ok. déjà un gag. Puis là, le monde avant le draft, il s'en vient-tu, le gars? Il s'en vient-tu, le japonais? Ouais, il s'en vient pour Avant le le camp. camp, là. tu veux dire. Ouais, le camp d'entraînement, excuse. Ouais, ouais. Puis là, il est comme, oui, il s'en vient. Ok, ils ont maintenu le gag. Ah, ils ont en même maintenu le temps. gag jusqu'à Ah, c'est bon, jusqu'à la limite. Il y avait même des fausses cartes de lui avec une photo d'un japonais que je ne sais pas qui il est. Genre 39, Ouais, 39 ans. Ouais. Sûrement quelqu'un connaissait un Vietnamien. On dit, ah, juste pour le gag, puis tu t'habilles en hockey ou je sais pas. Ouais, c'est quoi. Puis finalement, ils ont dû avouer que c'est un gag. Puis dans l'histoire du repêchage, si tu vois, ils ont juste délité le choix. Ah ouais? Ça saute comme, on trouve plus ça drôle. La Ligue est comme, non, mais on laissera pas ça quand même. Puis ils ont enlevé le choix. Tout ça pour dire, tu t'es pas fait drafter. Le pire moment de ta vie. Fait que là, je suis sur le bord des larmes, puis t'as embarqué sur ton histoire. Une fois en 64. Attends. Jay. Non. Donc, non, mais t'es en train de dire que qu'il sautait des choix, puis toi, t'étais dans les estrades. Exact. Avec probablement avec tes parents. Non, j'étais pas avec mes parents ce coup-là, j'étais avec des amis qui ont tous été repêchés aussi. Donc, imaginez la célébration après, des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, puis la personne qui a pas été sélectionnée après qui suit, Non. en pleurant, c'est moi. Y en a-tu qu'on Mais connaît penses-tu que là-dedans, non? excuse-moi, je t'ai coupé, David, mais penses-tu que, mettons, avec ton degré de self-awareness actuel, est-ce que tu comprends
pourquoi tu n'as pas été pris ou tu penses que c'était une erreur puis que tu n'avais pas. Tu sais, dans le sens, est-ce que tu étais vraiment dans l'expectative de te faire repêcher? Ben, pas dans les premières rondes, je dirais, mais avant que les équipes passent des choix, j'espérais être repêché. Ouais. J'étais quand même sur la map, mais non. À cette époque-là, je mesurais 5 pieds 6, je pense que je pesais 130 livres, fait que j'avais pas eu ma poussée de croissance. Ok, ouais. Je pense que ça faisait peur un petit peu à des équipes, puis finalement, c'est venu sur le tard, mais je comprenais, mais je comprenais pas. C'est un petit marché Québec, c'est une petite ville. Dans le fond, c'est une petite ère du monde où ce que tu penses que si tu fais pas ta carrière là, mais tu fais pas ta carrière au niveau mondial. Tu sais, Boisbriand a dit non 15 fois. Non, c'est pas Briand. Boisbriand, t'as pas là, c'est pas à l'époque, mais tu sais, Chicoutimi a dit non 15 fois, mais Boston en 5e ronde, 2 ans plus tard. Oui. Exact. ça J'aimerais dit, corriger ces 6e rondes pour pas que les gens aient des expectatives Ah ouais, différentes. c'est ça. Mais c'est vraiment 6e ronde. Ah, c'est 6e. J'ai dit 5e. Ah, 6e. Désolé. C'est correct. Mais ça peut peut-être quand même te donner un coup de pied dans le cul qui peut changer ta trajectoire quand même, non? Ça a eu un effet psychologique de jeu. Ça J'ai a pas servi été- comme j'ai- motivation, Ouais, oui, c'est un petit ça. peu, mais plus de motivation de rester à l'école. OK, wow, je comprends. Ben, c'est une motivation double qui est comme pertinente pour un humain. en Oui, puis développement. tu sais, en d'autres façons, ça a été quasiment une bonne chose parce que aussitôt que tu mets le pied sur une glace junior majeure, t'as pas le droit de jouer universitaire. Ah ouais, t'as eu une vie complètement différente. Exact. Fait que sans le savoir, j'ai comme eu une bonne chose qui est arrivée Ouais. dans ma vie à travers ça, mais sur le moment, c'était vraiment Puis, pas drôle. est-ce que tu savais que tu voulais aller universitaire? Parce que à partir de ce moment-là, tu es allé jouer dans une ligue en Ontario que genre, Ouais. j'avais jamais entendu parler. Puis dans cette ligue-là, tu as fait genre 2 points par game pendant une année. Mm-hmm. Puis ça t'a fait avoir un scholarship, mais t'avais-tu tout fait ça? C'était-tu ta stratégie de c'est quoi la meilleure ligue pour que j'aille, pour que je sois vu pour aller jouer aux États-Unis? Ouais, C'était- absolument. Pour moi, la Ligue nationale dans ma tête, c'était la NCAA, c'est de jouer universitaire américain. Je savais que la seule façon d'aller là-bas, c'était de passer à travers soit la Colombie-Britannique ou bien l'Ontario. Normalement, les universités américaines ne viennent pas visiter le Québec, ils viennent Ok. voir les joueurs du Québec parce que d'un, ils pensent qu'ils ont joué junior majeur, puis aussitôt que tu mets le pied, tu n'es plus éligible. Puis de deux, ils pensent que les gens ne parlent pas anglais. Puis pour jouer universitaire américain, il faut que tu sois admis à l'école avant de pouvoir. Il y a des notes minimales. Exact. Tu peux pas juste être un excellent joueur de hockey puis pas être bon à l'école parce que sinon, ils vont t'enlever ta bourse d'études. Mais c'était Donc- quoi? C'était l'équivalent du junior tiers 2 ici? Où tu C'est jouais? entre junior 3 et junior majeur. OK, fait que c'est comme une ligue qu'il n'y a pas vraiment ici. C'est une ligue qu'il n'y a pas ici. Non, mais exact. honnêtement, tu sais, puis encore là, avec 1000 astérix, parce que c'est des gars de 20 à 25, de 18 à 22, 24, Ok. 25. C'est un petit Fait peu qu'ils plus sont bien. Tu sais, un gars de 16 ans là, versus un Ouais, gars de ouais. 24, là, tu sais, il y a des gars qui passent NCAA directement à la Ligue nationale, alors que junior à la Ligue nationale, c'est un plus gros gap, je te dirais. Ouais. Fait que les meilleurs joueurs de 16 ans sont dans les ligues juniors, mais ça reste que. Les gars sont plus vieux, tu sais, les gens Taves, il est quand même allé universitaire, tous ces ouais. gars-là, tu sais, ils ont quand même choisi. Fait que c'est vraiment pas. Je veux pas qu'on pense que c'est une ligue faible, c'est vraiment comme Non, je des comprends, hommes. je- là, tu sais. Fait que c'est en tout cas, bref. Ouais, c'est une excellente ligue. Mais En plus, c'est une éducation, ce qui est pas peu. l'éducation est grosse. Je pense que c'est la plus grosse défaillance du hockey au Québec. C'est pas nécessairement comment ils font que les jeunes pratiquent ou le système de jeu ou n'importe quoi. C'est plus le fait que pour les jeunes du Québec, ils pensent juste que le junior majeur, c'est la Ligue nationale. Puis ça ne l'est pas, Ouais. en bout de ligne. On Il y en a pense quand que- même. C'est pas David Perron qui a même pas joué junior majeur, qui jouait genre. David junior Perron, tiers. Il a j'ai joué pour joué le avec Lewiston. lui, junior 3, Il a joué pour avant les- qu'il parte à Lewiston. Ouais, il a exactement. joué pour les Maniacs qui n'existent plus là, dans Ok. le junior majeur, mais lui, il était comme. Il a été drafté à la Ligue nationale, même pas à son année d'éligibilité. Ouais, en c'est l'année d'après. Il y a comme eu une courbe de un moment donné de, Ouais, de jouer junior B progression. 2 ans avant. Là, ouais. Ouais. Bref. Mais ça, c'est parce qu'il s'en foutait. C'est pas ce moment il a comme, tu penses qu'il a fait, ouais, je pense qu'à guess, c'est ça ma meilleure option. Ouais. Ce qui s'est avéré être une bonne décision finalement pour Probable, David. Ben bref, fait que là, t'es allé. Clarkson, c'est une bonne université pour les gens, on connaît pas Clarkson. Ouais, c'est où, Clarkson, premièrement? C'est pas très C'est loin. dans l'État de New York. S'il y en a qui connaissent Syracuse, Albany, c'est un petit peu dans ce coin-là. Si tu vas venir. C'est une excellente école au niveau académique. Au niveau hockey, c'est une bonne école. C'est pas un des meilleurs programmes. On a des Minnesota, North Dakota, Michigan, qui sont des programmes qui sont ultra forts. Dans les années où je suis arrivé, le programme était en plein essor. Mais la ligue où on jouait, qui s'appelle la ECAC, c'est la Ivy League School. C'est la ligue où ce que toutes les Harvard, les Dartmouth, les Yale, Princeton de ce monde. Fait qu'on jouait tout le temps contre des gens extrêmement bolés. Ouais. Est-ce que Louis Leblanc était là? Dans le temps? Louis Leblanc était là. Ouais, j'ai joué contre lui Harvard. pendant 2 ans à Harvard. Il était bon. Il était
décevant. Ah ouais? J'espère qu'il n'écoutera pas le podcast. Moi, je vais y envoyer le lien. Comme Québécois, quand tu arrives là-bas puis tu joues tes matchs contre le choix de première ronde du Canadien, tu t'attends à quelque chose de Peut-être, gros. ouais. Puis j'étais un petit peu déçu des premiers coups de patin que je l'ai vu faire à Harvard. Est-ce qu'après ça, quand sa carrière ne s'est pas déroulée comme prévu, tu as fait ouais, ben, par Je rapport à l'avais ce que dit. moi j'avais vu, c'est sûr que ton comportement me demande. Est-ce que tu t'étais non? Non, mais j'avais dit ça à la glace. Je pense pas que ça fera la nationale. Pour vrai? Non, je pense pas. Ça fait malade. Il se met à pleurer. Non, mais pour vrai, t'en feras pas, là. Ça se voit qu'il était pas là. Non, mais. Donc, vraiment, t'avais une petite, Ouais. un petit bulletin. Bon, universitaire américain. Ok, Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, je voulais juste comme tu décrives ton style de jeu, tu serais décrit comment, comme... Ton comparatif NHL, s'il te Mon plaît. comparatif NHL. J'entends moi, On m'a Jobin. comparé à Marco Sturm pendant longtemps. Hein? Oh, Fait c'est que- précis en estime. Ouais, ça. ben, un joueur surtout- allemand, ça commence T'es dans très le bien. centre. Il y en a 9. J'étais un allié. Le Marco Sturm, c'est un centre. ça marche. Exact. Ils se sont trompés un petit peu dans les positions. Ça commence Mais super en bien. rentrant avec les Bruins, j'ai essayé de trouver un comparable de quelqu'un Ah. qui me ressemblait en faisant mon scouting report puis on tombé sur lui. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis tombé dans une équipe qui était complètement hors de mon style à moi. Les Bruins, quand je suis arrivé, c'était les Big Bad Bruins. Ouais. Il y avait Milan Lucic, Zdeno Chara. Brad Marchand commençait à faire sa place aussi. Puis moi, je suis rentré là, puis on dirait qu'on Scott s'attendait à ce que Thornton. je me batte, mais je me suis pas battu. Mais je jouais vraiment pas ce style-là. Donc, plus quelqu'un... je misais plus sur la rapidité que sur l'agressivité, je dirais. Pour, Puis tu vas être habile aussi. Si tu as fait 2 points par match dans la ligue dont on parle, tu es plus un joueur offensif. Là. Exact. Travaillant exact. et Était- offensif, maintenant. Fini un point par match dans sa dernière saison NCAA, ce qui est, encore une fois, il faut savoir en comparatif, parce que tu peux pas comparer au junior, mais un point par match en NCAA, c'est super bon. Là. Ben ouais. C'est pas comme OK, il s'est débrouillé. Comme, alors qu'un point par match dans le junior, quand tu as 20 tu joues contre des gars de 16, t'es supposé les dominer. là. Ouais, Fait que c'est excellent quand même. Mais je veux qu'on continue avec on va venir aux Bruins dans vraiment pas longtemps, mais je veux juste continuer par rapport à pour les gens. Tu sais, pas beaucoup de monde a eu la chance de vivre l'expérience universitaire américaine. Ben, surtout pas dans la salle, ils sont 7. Ouais, c'est ça. Ça serait malade que tout le monde ici est allé à l'université américaine. Ta gueule. Non, mais est-ce que c'est exactement... C'était quoi l'expérience de vie? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, est-ce que c'était comme dans notre imaginaire des films américains avec des Red Cup? Fucking... Wouh! Genre... C'est très, très, très Fucking similaire. Marco! Genre comme... genre, oui, c'est un peu de même, là, parce que, tu sais, j'ai des amis qui sont allés, mais... Parle-moi de l'expérience de vie des States. Parce que, tu sais, ça reste qu'après tout ça, même quand le hockey, ça finit, c'est ça qui te reste, les amis que tu t'es fait là-bas, puis Exact. l'expérience universitaire américaine. C'est probablement mes 4 années préférées de ma vie. Quelque chose que je vais me rappeler pour le reste de ma vie, même s'il y a des moments qui ont été extrêmement hauts en alcool pendant ce temps-là aussi. Mais ce que je retiens beaucoup de ce temps-là, c'est que les gens avec qui tu arrives à l'université, qui appellent ça des classes, c'est première année freshman, après sophomore, après c'est junior puis senior. Ouais. Mais la classe avec laquelle tu arrives, qui était ma classe de freshman, c'est 8 gars qui restent ensemble pendant 4 ans. Oh. Donc, contrairement aux juniors majeurs ou n'importe quelle équipe professionnelle, tu peux te faire échanger quand tu veux ou quand l'équipe Ouais. veut. Mais là, tu te tiens avec ces gars-là. Fait qu'on habite un à côté de l'autre pendant 4 ans. Fait que tu développes vraiment des affinités solides avec ces gars-là. Tu vas à tes cours à tous les jours avec ces gars-là. Tu joues au hockey, tu pratiques, tu sues, tu pleures, tu ris, tu fais absolument tout avec ces gars-là. Fait que tu développes vraiment un bel aspect, un beau team spirit, je dirais. C'est quoi ton meilleur souvenir de tes années universitaires? Meilleur souvenir... Tout confondu, le hockey, pas hockey. Probablement, on a joué un des matchs les plus longs de l'histoire de la NCAA. Oh. C'est fini en 4e overtime. J'ai commencé à cramper. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà crampé, mais ça fait extrêmement mal. On recommande, quand on a des crampes, de boire de l'eau de pickle, du pickle juice. Ah ouais, du vinaigre, un peu? Ouais, fait que je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un en crampe, en souffrance, en train de vomir, mais ça, c'était moi. C'est un beau souvenir, ça. C'est un beau souvenir. Ça, c'est mon Mais on a meilleur. marqué l'histoire au moins de la NCAA avec ce match-là, fait que Ouais. j'en étais fier. Gagné ou perdu? On l'a gagné. OK. Ouais, Ça a bien sinon, fini. ça serait OK, parce que sinon, vraiment, Ouais. de vraiment pas un bon souvenir. Ton pire souvenir de tes années, parce qu'il y a quand même des up and down dans ces 4 ans-là, ça peut bien aller comme ça peut moins bien aller à des moments. Là. Pire souvenir, on était à Harvard, premier match contre Louis Leblanc, c'est exactement ça. Tiens, Dans le fond, quand on reçoit une bourse université américaine, ils vous payent, l'université, ils te payent absolument tout l'école, la nourriture, le logement, le hockey pour toute l'année au complet. Une bourse est évaluée à peu près à 60 000 en dollars américains pour chaque année. Puis à chaque année, c'est les Fois coachs quatre. qui décident s'ils renouvellent ta bourse ou non. Fait que c'est une mauvaise saison, ça se peut qu'ils te pointent la porte puis qu'ils te déchirent ton contrat. Ah, c'est le coach qui décide. C'est l'organisation puis souvent le coach. qui Ah, prend OK, la OK, décision. je pensais pas que c'était... Un match à Harvard, c'était ma 2e saison. Il y avait des bonnes attentes envers moi parce que j'avais eu une bonne saison junior. Ils s'attendaient à ce que je devienne un des gros joueurs de l'équipe. Puis ça marchait pas. J'avais pas une bonne saison. On arrive à Harvard, on joue le match. Je fais un revirement
coach arrive dans la chambre entre la deuxième et la troisième période, puis il écrit 60 000 $ sur le board, en gros chiffre. Il faut qu'on sache aussi que les gens, normalement, dans une équipe, on ne sait pas si quelqu'un a une bourse d'1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des full scholarships qui est tout payé. Fait que ces gens-là sont un petit peu vus comme les gens qui sont gros durs. C'est comme le Carey Price qui a signé un contrat de 10 millions. Tu penses qu'il vaut peut-être pas ce qu'il vaut. Fait que le coach écrit le montant de ma bourse sur le tableau. Il me regarde dans les yeux puis il me dit « Penses-tu vraiment que tu vaux tout cet argent-là en avant de tout le monde? » Et la réponse était non. Il stole en même temps le montant de ta bourse. Absolument, devant tout le monde. Fait que là, tu t'attires les regards de l'équipe. La saison n'allait pas bien. Les Bruins étaient au match parce qu'on jouait à Harvard, qui est au Massachusetts. Fait que ça a été vraiment un point difficile dans ma carrière. Puis le retour à la maison a été extrêmement long aussi. Le retour en autobus, c'est ça, quand vous êtes retourné. Est-ce que ça a changé après? Est-ce que ça a été un point tournant, positif ou négatif, ou non? Ben, je te dirais qu'après ça, j'ai été sur le qui-vive. Je pensais vraiment perdre ma bourse d'études. Donc, il a fallu que j'aille rencontrer le coach puis lui demander c'était quoi ses attentes par rapport à moi parce que je veux pas vivre sans savoir ce qui va se passer. Puis, on a travaillé sur quelques trucs puis ça s'est replacé après, mais... T'as-tu pensé à un moment donné, shit, mes heures sont comptées ici? Absolument, absolument. Il y avait 2 gars de mon année freshman qui ont perdu leur bourse d'études aussi, fait que... C'est possible. Ça, c'est le cauchemar aussi, parce que s'il y en a beaucoup à le compte de feu aux States, mais moi, j'en connais aussi des joueurs que si tu te fais couper l'herbe sur le pied, puis là, tu te retrouves avec 2 ans d'université, tu peux pas être... C'est ordinaire, tu sais. Oui, absolument. Fait que finalement, ça s'est replacé, troisième année, 4e année. Ce coach-là est resté toutes les années universitaires? Non, justement, ce coach-là s'est fait mettre dehors la 3e année. Qui a donné lui après ta meilleure saison? Ben, la dernière année, c'était un nouveau coach qui est rentré, puis c'était une mentalité qui était un petit peu différente. La ligue où on jouait, c'est une ligue qui est ultra défensive. Les matchs finissent très, très souvent 0-0, 1-0, 1-1. Fait que la mentalité qu'on a puis dans les pratiques, c'était carrément de pratiquer le système de jeu défensif puis de bloquer des rondelles. Puis on jouait avec des... pas très créatif. Il n'y a aucune créativité dans cette ligue-là. Sûrement loin de ce qui avait été ton année juste avant, à 2 points par match. Tu devais faire comme il faut que je sois dans un minding de défendre. Exact. J'aime bien jouer dans un mindset où ce que le coach me dit, sois conscient en arrière de la ligne bleue offensive, mais après ça... utilise ta créativité puis fais ce que tu veux. Ouais. Ah ouais, c'est déprimant. J'ai pas joué au hockey aussi haut niveau que toi, mais la mentalité de overprotectionniste défensif, je trouve ça vraiment déprimant. En tout cas, à regarder, mais même à jouer, jamais qu'un coach me dit dump la puck, il n'y a aucune chance. Je le ferai pas. Ouais. Bench, moi, ça m'intéresse pas. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale. Tu sais, je prends l'exemple de Tyler Seguin. À Boston, on ne faisait pas extrêmement bien parce que Claude Julien a un système qui est ultra axé sur la défensive. On l'envoie à Dallas, ça devient un des meilleurs joueurs de la Ligue parce que le coach, justement, il a donné la liberté de faire ce qu'il voulait. Alex Kovalev a fait une sortie là, encore récemment, je sais pas si vous avez vu, il est comme complètement furax contre la Ligue nationale. Il dit le hockey est devenu tellement plate. Il dit j'ai amené mes gars à une game à New York, j'étais gêné parce que il n'y a aucune passe, il n'y a aucune créativité, c'est que des systèmes. Il dit, moins d'accord. Il est un peu aigri. Je trouve quand même. mais je suis d'accord aussi avec toi dans le sens que les joueurs n'ont jamais été aussi skilled, ils essaient des moves, et ça va plus vite. Donc, c'est pas vrai à tous les niveaux. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire dans le ssens des systèmes. Puis lui, il disait que son 2e passage à Pittsburgh, en fin de carrière, disons-le, Dan Barzma, qui était le coach à l'époque, il essayait des affaires, justement. Kovalev se débarrassait pas de la rondelle. Puis le coach, il disait straight up, si tu refais ça, je vais refais ça encore, puis je te bench. Tu sais, genre, mais il avait comme 37 ans. Mais Kovalev, par contre, des fois, Showtime. C'était comme, tu sais, je veux dire, c'était un jeu d'équipe, puis là, il devait être tough à jouer avec parce qu'il était hyper talentueux, mais le concept d'équipe, là, des fois, tu fais comme, mais tu deviens imprévisible pour ceux avec qui tu joues. Tu sais, puis quand même, les bros, tu sais, Claude Julien, je le trouve un peu, il m'a un peu déçu cette année, je dirais, mais, tu sais, il y a des années où les Blues marquaient beaucoup de buts et qui étaient là. C'est-à-dire qu'il a quand même inculqué quand même à ses équipes de soyez responsables défensivement, mais il y a des joueurs qui étaient quand même productifs, là, qui faisaient des points quand ils ont gagné la Coupe. C'était pas juste des matchs de 1-0, 2-1. Non, Tim Thomas goulait sa tête. Il y avait des très bons joueurs, il faut dire. On parlait de Boston, je veux qu'on en vienne parce que tu as parlé du pire jour de ta vie qui est le draft ou absence de junior majeur, mais tu as dit de ton repêchage Ligue nationale que c'était le plus beau jour de ta vie. Oui. Ce qui est incroyable parce que est-ce que tu étais vraiment sur place? Non, justement, avec l'expérience que j'avais eue à Chicoutimi avec le repêchage du junior majeur,
j'ai décidé de pas y aller parce que je voulais pas vivre la déception une deuxième fois. C'est Parce quand même que ça très aussi, dans ma mémoire. il faut le dire, là, toi, t'as comme un happy ending, t'as été repêché, mais tu sais, à part des gens qui sont sur la bubble, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est toujours un crève-cœur parce que quand ils vont, t'es là avec tes parents, tu pleures, c'est catastrophique. Ouais, puis Les agents disent ne venez pas au draft, déplacez-vous pas, ça vaut pas la peine. C'est ça que t'as fait, mais puis t'as eu une expérience positive aussi. Ouais, parce que il y a une liste qui sort après de la centrale de recrutement qui te liste un petit peu par rapport à où est-ce que tu penses que tu vas être repêché. J'étais listé en 5e ronde, mais ça, c'est nonobstant des joueurs européens. Normalement, la règle de pouce, c'est que tu ajoutes 2 rondes par rapport à ça, et ça devrait être ton standing. On ajoute 2 rondes à la 5e ronde, je tombe pas mal à l'extérieur du draft. Mais il y a 7 rondes, donc ça devient... Exact. Fait que là, je me suis dit, j'ai pas le goût de revivre ça. Ce qui est encore plus ironique, c'est que je suis parti de la Rive-Sud de Montréal pour aller au repêchage à Chicoutimi junior majeur. Dans la Ligue nationale, le repêchage était à Ottawa, qui était à 2 heures de route. Donc, j'aurais très bien pu prendre mon auto puis y aller, mais j'ai décidé de pas y aller. Donc, j'étais chez nous, j'étais dans la cuisine en train de manger un sandwich, j'avais mon ordinateur ouvert, puis je me suis levé pour aller porter quelque chose à la cuisine. C'est là que j'ai vu un coup de téléphone ça disait Massachusetts sur le téléphone, puis c'était mon agent qui me disait tu viens de te faire repêcher. Ça reste la plus belle journée de ma vie parce que j'ai vu la réaction sur le visage de mes parents quand je leur ai annoncé. Puis jusqu'à récemment, mon père, qui est relativement assez dur au niveau émotionnel, a pas réagi beaucoup, à part le fait qu'il était déçu que ce soit les Bruins, parce que c'est un fan du Canadien. Mais ça, c'est vrai, quand tu m'as raconté, moi, j'avais trouvé ça mourant quand t'étais... Tu m'as pas dit que t'es arrivé, il était dans le garage ou quelque chose? Ouais, c'était dans le garage, puis il m'a regardé, puis il a ouvert les bras, il a dit qui? J'ai dit Bruins, puis il a fait félicitations. Fuck it, félicitations, pareil. Genre, c'est le seul moment où j'aurais voulu que le podcast soit visuel, c'est la phase de ah, OK. Tu sais, genre, c'est pas grave. C'est pas grave, mais si j'étais drafté, tu sais, genre, incroyable. Mais récemment, non, je veux juste dire, est-ce que. Tu dis que t'es parti à la toilette, mais est-ce que quand tu l'écoutais sur un stream puis t'aurais pu le voir live si t'étais pas parti à la toilette? Ou non, c'était sur un décalage sur l'ordinateur. À chaque fois qu'il y avait une sélection qui était faite, ça apparaissait sur le site du repêchage. Mais ton agent le suit, mettons, 15 minutes d'avance parce que c'est sûrement décalé. La Ligue va avertir les agents quand il va avoir un choix pour un joueur qui ont comme dans leur poulailler un petit peu. OK. Puis lui, c'est quelqu'un des Bruins qui avait dit « Prépare-toi, on va sélectionner un de tes gars », puis il avait dit que c'était moi. Fait que, OK. Ouais. Mais non, on a reparé récemment pour revenir à mon père. Ouais, c'est ça. Un soir qu'on avait pris une coupe de verre de vin, puis j'avais vu que pour lui aussi, c'était une des plus belles journées de sa vie. Il avait juste pas montré à ce moment-là, mais c'est des super beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était une grande fierté pour lui d'avoir vu son fils se faire repêcher en Ligue nationale. Puis, non, c'était une belle journée. Ce qui est drôle, puis de son amour pour le Canadien, on avait été invités, moi et mon père, pour voir un match du Canadien au Centre Bell contre les Bruins. Okay. Donc, c'est Don Sweeney qui était directeur du recrutement des joueurs, à ce temps-là, qui est maintenant le GM des Bruins. Il m'avait appelé, puis il m'avait demandé si j'étais en ville, puis d'amener mon père. Fait qu'il nous amène sur la passerelle. On regarde le match de la passerelle, qui est vraiment une mauvaise vue pour regarder un match. Puis, c'était 3-3, Canadien-Boston. Il restait à peu près 1 minute de jeu. Canadien score, mon père se lève, puis il commence à crier. Mais il y avait Cam Neely, Don Sweeney, toute l'organisation, Peter Chiarelli qui était juste à côté de nous. Puis je pense du coin de l'œil que j'ai vu Chiarelli faire un petit X à côté de mon nom, puis c'était fini à partir de là. Donc si j'ai pas eu de carrière dans la Ligue nationale, c'est probablement cool. J'aime ça que t'as comme vraiment surinterprété un moment crissement pas charnière pour eux. Il voulait pas être heureux pour mon repêchage, mais c'est de sa faute. Juste un petit X, genre. T'as vu marqué à côté de ton nom, apparemment qu'il y a marqué gros gay. Apparemment que c'est ça qui a été vu. Mais je trouve ça malade. C'est les termes utilisés par Pete Chiarelli. J'ai des sources super fiables. Jean-Thomas était là aussi. Ça, c'était le quand vous êtes allé voir les Canadiens. Mais parlant de Boston en général, t'es allé aussi, puis ça, c'est des affaires qu'on n'a jamais parlé, je pense, au podcast, mais ton camp de développement, comment ça se passe, un camp de développement de la Ligue nationale? Ouais, c'est assez spécial. La première fois que tu arrives dans des places comme ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre au niveau de l'organisation puis tout, mais t'es vraiment traité aux petits oignons. C'est la première fois que quelqu'un défait ma poche, sauf moi. Puis surtout après les pratiques, après les matchs, t'as quasiment une meute de médias qui arrivent dans la chambre, puis t'es en boxeur ou en combine, tu sais pas trop ce qui arrive, mais il y a beaucoup de monde dans la chambre, fait qu'il faut que tu te rhabilles. C'est quand même un marché de hockey, Boston. Ouais, c'est ça, j'allais dire, surtout à Boston. C'est énorme. C'est énorme. C'est une différente mentalité de Montréal, je trouve. Pas Phoenix. J'allais dire, non, mais... mais c'est ultra, ultra tough. Puis ça a été ma plus grosse découverte. Et je pensais aller là pour faire une coupe de pratique, rencontrer l'organisation, puis serrer une coupe de main. Mais non, c'était 2 fois dans le gym, 2 fois sur la glace à chaque jour. J'étais debout à 5 h du matin. Ils nous ont fait nous entraîner avec des Navy Seals, que j'ai
suis presque mort pendant l'entraînement dans une piscine. Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Ça. Les Navy Seals ont fait faire un entraînement de Navy Seals en piscine d'à peu près, je sais pas combien de pieds de creux, mais c'était extrêmement creux. Puis, délire, hein? Non, faut pas aller aussi creux. Qu'est-ce que c'est? Ben, je me souviens, il y en a un qui savait pas nager, justement, c'est un autre Québécois. Je dirais pas son nom parce que je pense qu'il va écouter le podcast puis il va être fâché. Mais il fallait que j'aille nager dans le creux et que je le tienne par les pieds pour qu'il reste en surface parce qu'il acceptait pas qu'il nageait pas. Il acceptait pas qu'il se tienne Tous sur des le côté. super ingrédients pour un super bel après-midi. Absolument. Hey, Wow. Ça me fout le cafard, ce que ça veut dire. Pour qu'ils utilisent l'expression foutre le cafard, ça donne une idée de comment ça lui fait vivre des émotions. Ça a l'air Non, mais dans le sens que c'est comme ça. Ça fait. Tu sais, j'ai jamais, je l'admets, le candidat, j'ai jamais aimé m'entraîner. Moi, j'adore le sport, je joue au tennis, je joue au hockey, tous les sports de raquette, puis moi, c'est vraiment super ludique, là. Mais ce que tu me décris, je pense que ça m'aurait fait abandonner. J'aime pas ça tant que ça, là. Ouais, c'est ça. Je te vois chaque côté de la piscine avec ton petit maillot. Je suis désolé, ça ne sera pas possible. C'est trop pour moi. J'étais allé trop loin. En speedo. Je vais arrêter au draft. Ça, c'était ton camp de développement, ça, mais ça, c'est pas. Le camp de développement, c'est pas le premier camp. Non, le camp de développement, dans le fond, c'est la place où ils rentrent les nouvelles recrues Ouais, pour essayer de les accommoder un petit peu à ce qui se passe dans l'organisation, puis en général. C'est comme le truc que les Canadiens font, puis qu'il y a comme des matchs inter-équipes, mettons, un peu après le draft. Genre? C'est exactement ça. C'est Okay. début du mois de juillet. Probablement toutes les équipes le tiennent en même temps. Ouais, c'est Des fois, ils exactement font des ça. mix de deux équipes, puis ça se peut-tu des fois, Ouais, mais il y a Montréal, beaucoup de Ottawa le joueurs. font, puis ils font comme des petits tournois. Pas c'est pendant ça? les camps de développement. Non? ça. Non, Ok, mais ça, bon. c'est après ça. OK. Parce que le camp de développement, c'est interne, puis les tournois des recrues, ça, c'est plus tard. Bon, je l'ai échappé. Honnêtement, Jean-Thomas, t'as l'air vraiment con. Ouais, je sais. La Alors, fois que j'ai l'air le plus fou. Je l'ai appris il y a 2 semaines. Mais ça a été une expérience assez difficile, puis je te l'avais parlé. J'avais Ouais. ma dernière année junior, j'ai eu une fracture ouverte de la mâchoire. Junior. Avant de tomber universitaire, avant le draft, dans le fond. Ok. Fait que ça, Tout en fin de ouais. saison. Ok. Fait que. Comment pour- tu t'es cassé la mâchoire? C'est un coup de coude que j'ai reçu sur la glace, coup de coude assez violent. Ça m'a fracturé la mâchoire à 2 places, puis c'est une fracture ouverte, donc c'est assez. Visiblement, c'est assez violent dangereux. est un euphémisme, en ce cas-ci. Hein. Fait que Mais- mangez-moi un bout de temps, j'imagine. Ben, c'est même pas de mangez-vous, tu manges pas du tout. T'as dû perdre du La poids. façon qui répare une fracture de la mâchoire, puis je sais pas si c'est ça encore aujourd'hui, mais c'est comme dans le temps médiéval, ils te rentrent des morceaux de métal dans la bouche et ils ferment ta bouche complètement pendant 2 mois. Calé. Donc, tu peux pas parler, tu peux pas vraiment respirer. Dans le top, à Jean-Thomas, tu viens de battre la piscine. Avec les Ouais, bras. je vais prendre l'entraînement du Navy Seal, là, finalement. Honnêtement, c'est que moi, ma soeur s'était cassée la mâchoire au hockey, une rondelle. Puis c'était, je pense que c'était pas 2. Toi, je pense que c'était 2 fractures. Peut-être c'est pour ça que c'était plus intense. Mais ils mettent des genres de grills. Bon, c'était vraiment pas Sean Paul-esque, là, mais des genres de broches, pas comme des broches orthodontiques, mais des broches qui gardent ta mâchoire fermée avec une paille par le côté. Toi, c'était même pas ça. Tu me dis que c'était complètement. Oh, C'est fermé. Et pour pas effrayer les gens, là, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils plantent un clou entre chaque dent dans la gencive. Voyons donc. Mais c'est carrément ça. Et ils enrobent du fil de métal alentour de ces clous-là pour être sûr que tu gardes c'est ta bon. mâchoire bien fermée dans la bonne place pour que ça guérit très, très bien. Tu Mais nourris comment? tu te nourris avec une Intraveineuse. genre de seringue que tu injectes dans le côté de ta bouche, puis tu espères que la nourriture passe à travers. Aïe, Dans le fond, il n'y a pas de nourriture, c'est de la crème glacée fondue, des œufs, de la soupe. J'ai pas mangé de soupe depuis ce moment-là. C'est traumatisme. J'ai un énorme traumatisme. T'as mangé que de la. Justement, on a une soupe au poids pour toi! Qui a été blendé. Ah oui, mais c'est catastrophique. Ouais. Fait que Ça, j'ai- c'était juste avant ton camp d'entraînement des Bruins. Ouais, fait que j'arrive au camp d'entraînement et je joue avec une grille parce que j'ai pas le goût de me faire refracturer la mâchoire 3 mois après avoir réparé ma mâchoire. Et j'ai vu que les joueurs de la Ligue nationale étaient extrêmement difficiles pour les joueurs qui mettaient des grilles. Il était un peu taquin, on pourrait Ouais, dire. fait que je me suis fait Moqueur? énormément écœurer sur la glace à cause de la grille. Puis le Qu'est-ce- problème quand tu as une grille, c'est que s'il arrive quelque chose pendant un match, tu peux pas te battre parce que tu as une grille. Fait que les joueurs, sachant ça, ils s'en ont donné à cœur joie jusqu'à temps qu'ils sachent que c'était pour des bonnes raisons que j'avais une grille. Et donnant qu'un joueur pas un grand coup de slash dans la face, là, dans le sens de écœuré. là. Ouais, Ça- ça vient assez physique aussi à certains moments, mais oui, c'est plus Mais écœuré verbalement. tu dois quand même avoir, mettons, dans la chambre, avant d'enfiler ton casque, parce que pour ceux qui étaient dans la même chambre que toi, encore pas des marques de ça. Ça devait pas Non, être il n'y a genre- plus de marque du tout. Il avait enlevé les clous, puis il avait enlevé les broches, fait que personne ne voyait, puis il n'y a pas de cicatrice non plus Ok. dans mon visage. Donc, les gens ne le savaient pas. Puis je me suis pas...
Je me suis pas levé sur le banc dans la chambre pour le dire à tout le monde. En passant, je suis pas chicken, j'ai mal. 2 fractures de la mâchoire, très douloureux. Y a-t-il d'autres traumatismes de ça? Puis si, c'est ça, vous comprenez pas, les gars. Mais ils appellent ça même la bird cage. Ouais, le bird cage. C'est un petit peu assez, juste assez arrogant pour appeler ça une bird cage. Mais qu'est-ce que je vais te demander? Oui, c'est ça. Raconte-moi ton premier drill avec Lucic. Ouais, c'est une histoire que je trouve quand même assez drôle maintenant, mais c'était pas drôle à ce moment-là non plus. Mais premier drill qu'on fait, Claude Julien à ligne 2, ligne à la ligne bleue. Je dis beaucoup ligne, là, mais c'est 2 rangées de joueurs à la ligne bleue. Lance une rondelle dans le coin, puis dans le fond, chaque joueur de côté droit et côté gauche part, puis c'est une bataille pour récupérer la rondelle, puis rentrer au net. Je me suis mis en arrière de la file, je voulais voir ce que les joueurs faisaient, puis s'il y en a qui allaient vraiment intense ou plus skilled un peu. Puis quand je suis arrivé à la ligne bleue, puis c'était mon tour, je me suis reviré de côté, puis j'ai vu que c'était Lucic. Fait qu'en partant, j'ai eu extrêmement peur pour ma vie. Pour les gens qui connaissent pas Lucic, il mesure peut-être 6 pieds 2, 240 livres, mais s'il se redresse ici, il mesure à peu près 6 pieds 5. Fait qu'il est énorme. Il est un peu Quasimodo. Très Quasimodo. Puis on dirait que ça diminue son centre de gravité, fait que ça le rend encore plus fort. Fait que Claude lance la rondelle dans le coin, puis je me dis, je suis un joueur rapide en général, je vais essayer de le battre à la rondelle. Fait que je pars, je me revire la tête quand j'arrive proche de la rondelle, puis exactement ex-aequo à moi. Mon premier réflexe, c'est de dire, je vais le séparer de la rondelle, puis je vais rentrer au filet avec. Il a eu la même idée que moi, fait que j'ai été catapulté complètement dans la bande. Puis c'est la deuxième fois que j'ai vu Peter Chiarelli faire un X à côté de mon nom. T'as pris connaissance juste à ce moment-là, qu'est-ce que tu l'as vu? Ouais. T'as revolé? J'ai revolé énormément. Fait que ça... J'entends le bruit dans la bande. Ça fait mal à l'ego. Puis après ça, je suis revenu à la ligne bleue, puis je me suis remis en arrière de la file. Non, c'était... Tu essayé de te décaler par rapport à Lucic? Je me suis très, très décalé. Il a fallu que je fasse semblant de détacher mon patin pour être sûr que ce soit quelqu'un d'autre. Mais il y avait aussi Chara dans la ligne. Ah, nice. Je voulais pas tomber avec lui non plus. Là, en même temps, c'est un peu, tu sais, je veux dire, est-ce que, je suis quand même curieux du fait que Lucic te fonce dessus, puis y a-tu comme, est-ce que l'équipe médicale brief, sa mâchoire watché-là quand même un peu? Non, mais pour vrai, c'est quand même... Il y a zéro brief à personne. C'est parce que c'est quand même, tu sais, c'est dangereux s'il frappe la mâchoire, c'est pas quand même rouvrir les écluses, puis je sais pas, là. Mais c'est ultra tough comme sport, puis je pense que de l'extérieur, c'est plus difficile à vivre, mais quand t'es dans une chambre de hockey, tu vois les gars se faire piquer à la cortisone avant chaque match. Le nombre de fois que j'ai vu des gars jouer avec des doigts fracturés qui ont juste tapé ensemble. C'est un sport qui est ultra tough. C'est un sport où tu peux pas montrer de faiblesse. Si tu montres de faiblesse, les gens vont prendre avantage de ça, puis justement, ils vont commencer à passer de ton côté un peu plus, puis ils vont découvrir tes faiblesses à travers le temps. Fait que je pouvais pas montrer ça. Fait que quand tu te fais frapper, que tu as une épaule disloquée, tu te relèves, puis tu patines, puis tu deals avec les problèmes. Culture du hockey. Exact. Est-ce que... c'est quoi je t'ai demandé de faire de la culture? Tu disais... les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, Colin, pour jouer dans la Ligue nationale, il faut être malade mental un peu? Ben, c'est probablement l'affaire que j'ai réfléchi le plus depuis que j'ai arrêté. C'est pour atteindre la Ligue nationale, il faut avoir quelques bearings de louche, je pense, dans la tête en général. Ou un talent fou, mettons. Mais même si tu as le talent fou, il faut que tu acceptes qu'un gars comme Dustin Byfuglien peut arriver à 50 000 à l'heure, full speed, puis qui te rentre l'épaule en direction. C'est ça. Fait que t'as tout le temps la conscience de savoir quand t'es sur la glace, il faut que tu regardes la rondelle, mais tu sais pas ce qui s'en vient vers toi. Puis pour pas avoir peur de te faire frapper puis de te faire tuer en général, il faut pas que t'aies aucune peur. Ouais, non, je comprends. C'est-tu là que t'as réalisé ou tu t'es dit, OK, je jouerai jamais dans la Ligue nationale? Ben, un petit peu avant ça, même avant le draft, je pense que je le savais que je jouerais jamais dans la Ligue nationale. Il arrive à un niveau où tout le monde est très, très similaire. Le coup de patin des gars, ils patinent tout bien. Ils contrôlent tout bien la rondelle. Ils lancent tout bien. C'est qu'est-ce que les gens sont capables de faire différent des autres qui méritent un spot dans la Ligue nationale. C'est quand j'ai découvert que j'avais pas ce petit edge-là. J'avais pas quelque chose qui me rendait spécial dans une organisation que je pense que je savais que mon temps était compté. Ben oui, c'est quand même assez difficile de réaliser ça pendant que tu joues encore. Mais tu peux-tu, mettons, te dire... es-tu comme trop tard pour dire je vais essayer de me développer un autre edge, dans le sens que je pourrais quand même... J'ai quand même des aptitudes dans cet aspect-là et je pourrais le bonifier pour me faire remarquer, ou il est comme trop tard? Il n'y aurait pas été trop tard, sauf que le edge qu'il aurait fallu que je prenne avec l'organisation que j'étais avec, qui est les Bruins, c'était de devenir un batailleur. OK. Puis j'ai suivi des cours de boxe, j'ai appris à me battre sur la glace. Je me suis battu sur la glace.
mais tu dénatures un petit peu le style de joueur que t'es. Puis je pense que je voulais pas changer la personne que j'étais pour ça. Ouais, je comprends. Je finis là-dessus, non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as eu des rencontres avec l'organisation? Tu sais, comment ça se passe, le suivi? Après que tu es drafté, ils t'ont drafté, tu es un projet, ils vont voir tes games. Est-ce que Manny, ils te font... C'est quoi le dialogue? Tu descends dans la liste, gros big. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est un investissement pour l'équipe, fait que c'est sûr qu'ils vont s'assurer que tout va bien. Plusieurs fois pendant l'année, ils viennent te voir, ils vont pratiquer avec toi, ils vont essayer de travailler des trucs qu'ils trouvent qui sont des lacunes. Mais ils font un suivi qui est ultra, ultra fort. Mais dans le fond, jusqu'à temps que tu viens pour signer ton contrat, tu sais pas où tu es dans le depth chart. Tu n'as aucune idée où tu fit dans l'organisation. Puis c'est un petit peu là qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés dans le bureau du coach. Je disais, allez-vous me signer ou non? Puis le coach il disait, ben oui, on va te signer. Je sais pas pourquoi tu nous demandes ça. Mais ils vont pas dire aux joueurs, écoute, on pense que tu vas être un joueur de deuxième ligne avec nous autres. Ils vont voir comment que ça va arriver quand le camp va se passer. Je comprends. C'est quoi que tu sais, parce que là, maintenant, t'es comme, c'est loin le hockey, t'es rendu ailleurs, mais tu sais, de toute cette expérience-là que tu as vécue, qui est comme, parce que t'as comme la rationalité de quelqu'un aussi qui est. Parce que tu sais, justement, les gens qui sont dans cet univers-là, des fois, sont comme tellement dedans que. Mais toi, t'as comme un peu la rationalité de moi, j'ai une vraie job maintenant, 9 to 5, tu gagnes ta vie comme il faut, tu as joué au hockey. D'avoir vécu cette expérience-là un peu mongole, là, que tout le monde voit de l'extérieur, mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce que tu as appris un peu de tout ça? Puis tu te dis. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. J'ai appris que le sport en général, puis je pense pas juste le hockey, c'est quelque chose qui devrait pas être une fin au moyen. Je pense pas que personne devrait viser de jouer dans la Ligue nationale pour quelque chose. Il devrait tout le temps avoir un backup plan. Je l'ai eu avec l'université. J'ai été vraiment chanceux. Mais non, je pense que les jeunes aujourd'hui, puis je vois beaucoup de parents avec leurs enfants être extrêmement difficile. Puis un enfant de 12 ans penser qu'il va éventuellement arriver dans la Ligue nationale, il y a tellement de choses qui vont se passer avant ça que tu peux jamais le savoir. Puis ça va dépendre du développement, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre du timing des autres joueurs qui sont disponibles. Mais c'est tout le temps avoir un plan backup en arrière, d'être sûr que si jamais tes plans ne fonctionnent pas, tu as quelque chose à faire. Ça s'avérait être l'affaire la plus importante de ton parcours parce que maintenant, tu travailles dans quel domaine? C'est quoi que tu fais exactement? Je travaille en finance. Dans le fond, je suis pour une compagnie, on est des distributeurs de fonds communs, fait qu'on travaille avec des conseillers financiers. Mais c'est complètement différent de ce que j'ai fait. C'est complètement différent dans quoi j'ai étudié aussi. Mais c'est drôle parce que tu gagnes vraiment plus, tu gagnes vraiment mieux ta vie que quand tu jouais au hockey pro. Ouais, les salaires dans le professionnel, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. Quand je jouais dans la Ligue américaine, je faisais, je pense, c'est 55 000 $ par année. Ah, à l'époque, c'était. Et c'est pas toutes dépenses payées. Tu payes ton appartement, tu payes ton auto, tu payes ton entraînement l'été. T'as absolument rien qui te reste dans tes poches. Je pense que c'est 65 ou 75 maintenant, max. Le minimum, là, maintenant. Le minimum, ça se pourrait que ça l'augmente, j'espère. J'espère que c'est bon pour eux autres. Mais dans la East Coast, surtout que tu descends, dans la East Coast, c'était 700 $ par semaine. Tu vis pas là-dessus, tu ramènes pas, tu fais pas vivre ta famille là-dessus. Puis il y a eu un moment pour moi qui était un moment, on dirait que ça a changé ma perception aussi. C'est dans la chambre, tu voyais des gars de 35 ou de 35 ans qui jouent dans l'équipe, puis tu vois que ces gars-là peuvent pas arrêter. Ils ont des familles, ils ont des enfants, puis pour eux, ça, c'est leur gagne-pain. Ils n'ont pas de backup non plus. Ils n'ont pas de backup, puis ils n'ont pas non plus de passion autre que le hockey. Fait qu'on dirait qu'ils rentrent. Puis je trouve ça triste d'une certaine façon. Je suis d'accord. Ben, en fait, oui, effectivement, c'est... Quand tu le vois là, dans East Coast League, c'est pas une ligue qui est comme... La ligue où les rêves vont pour mourir. Hein. C'est un peu ça. C'est vrai. Dans le sens que quand t'as 37, 38, puis tu te raccroches aux 700$ par semaine parce que t'as pas d'autre option, puis t'as peut-être pas accumulé assez d'argent pour surfer sur les sous que t'as pour aider ta famille, ça va être déchirant à voir. Là, c'est une ligue aussi quand même assez un peu trash d'une certaine manière. C'est très trash. Puis après ça, la ECHL, les gens utilisent un acronyme, là, c'est Easy to come, hard to leave. Ouais, j'avais parce que entendu. C'est facile de jouer dans cette ligue-là, c'est très très difficile d'en sortir. T'arrives vite, mais tu ne montres pas facilement. C'est très difficile de monter. Une anecdote que tu avais qui nous donne une petite image de la East Coast. Il y a le gardien qui arrivait. Un gars qui est arrivé à une game, il arrivait directement de. Dans le temps, quand je jouais dans l'East Coast, je jouais en Californie, il y avait une équipe à Vegas dans le temps. On jouait dans un casino, c'était vraiment spécial. Les hymnes nationales avant les matchs étaient faites par le Blue Man Group. Tu savais qu'il y avait vraiment une grosse effervescence pour le hockey avant. Mais fait que tout ça pour dire qu'on avait un match qui était à midi, puis j'ai aucune idée pourquoi on avait un match qui était à midi.
Mais les gars dans la East Coast, c'est pas les gars les plus sérieux. Fait que les gars étaient à Vegas, sont sortis la veille. Et notre gardien partant, qui est un choix de 2e ronde pour les Flyers de Philadelphie, que je trouvais tellement fort, j'ai jamais compris pourquoi ce gars-là jouait pas dans la Ligue nationale jusqu'à ce moment-là. Mais il est arrivé en limousine à peu près une demi-heure avant le match, directement des danseuses. Puis dans le fond, c'était le partant pour le match. Fait que le coach il a dit écoute, tu partiras pas ce match-là. Mais le goaler qui l'a remplacé s'est blessé dans le warm-up, fait qu'il a joué. Et il sentait l'alcool extrêmement fort. Il y a comme trop d'éléments cachés, la limousine, les danseurs, ils savent comme pas le nom. Ouais. Là, tu t'es dit, Chris, le hockey, c'est pas moi. Non, mais c'est là que t'as compris. C'est quoi le. Parce que tu sais, t'as joué. Après, universitaire, t'as joué un petit peu Ligue américaine. Ils t'ont donné quelques games bonbons. Ouais, ben. L'année après ton année, t'as joué 4 games. T'as même scoré un but. Peu importe ce qui arrive dans la vie, t'as scoré dans la Ligue américaine. Ouais. Après ma dernière année universitaire, ils m'ont rappelé pour aller jouer avec les Bruins de Providence pour savoir s'ils allaient me garder dans l'organisation ou non. Puis je pouvais pas leur donner beaucoup de temps parce que j'étais en train de faire ma maîtrise. Il fallait que je revienne finir mes examens à l'école. Ouais. Donc, je leur avais dit que je peux rester pendant à peu près 3 semaines, ce qui me donnait à peu près 4 matchs. Puis ça l'avait super, super bien été. J'étais sur les 2 premières lignes. Ils me donnaient beaucoup de temps power play. Mon match avant de partir, j'avais scoré le but gagnant. J'avais scoré le but gagnant aussi en shootout. Un autre match. Puis après, je croyais que c'était mon break. Fait que je suis retourné à l'école. Don Sweeney me dit fais-toi-en pas, on va te signer. Je sais pas c'était quoi les modalités du contrat, mais je pensais au moins avoir le minimum two-way, East Coast, pas East Coast, mais HL, Ligue nationale. Et ça a été malheureusement l'année du lockout où il n'y a pas eu de hockey cette année-là. Donc il y a eu l'effet de chute. Le lockout 2012-2013. Exact. C'est ça? Ouais. Fait qu'il y a eu l'effet de chute de tous les gars de la Ligue nationale qui ont descendu dans la Ligue américaine et les gars de la Ligue américaine qui ont tous descendu dans l'East Coast. Okay. J'ai tombé dans cette chute-là, donc j'ai parti à partir de la East Coast où j'ai remonté pour me faire rappeler dans la Ligue américaine. Mais là, ça a été un fiasco total. Comment ça? Je pense que j'ai joué à peu près une dizaine de matchs, ça n'allait pas bien, je jouais pas du bon hockey, j'étais pas vraiment dans mes moyens, fait que ça a pas... C'est encore une fois une question de timing, l'affaire du lockout, tu sais, je pense que tu aurais pu avoir très bien un contrat two-way à ce moment-là si c'était pas de ça, puis pour 1000 raisons maintenant, plein d'affaires qui expliquent que t'es en finance, donc c'était petit, cette affaire-là, que t'aurais peut-être joué une couple d'années de plus, t'aurais peut-être... bref, en tout cas... Mais c'est le match, ma plus grosse déception, là, c'est... Ouais. Puis pour ceux qui suivent pas mal le hockey, savent que les Bruins de Boston viennent tout le temps jouer un match au Centre Bell en début d'année. C'est le match d'inauguration. Ouais. On m'avait toujours promis qu'aussitôt que j'allais faire mon camp d'organisation, on allait me donner le match au Centre Bell. Puis ça aurait été ma plus grande fierté juste de dire j'ai mis les patins au Centre Bell jouer contre le Canadien. Fait que l'année du lockout, ça aurait été le match que j'aurais dû jouer. Puis finalement, j'ai jamais pu le jouer. Mais... C'est quoi le moment où tu as décidé que le hockey c'est fini? C'est fini, c'est plus ça ma vie maintenant? J'ai eu énormément de blessures dans ma vie. La 2e fois que je me suis déchiré un ligament dans le genou, j'ai décidé d'arrêter. Cette douleur-là? C'est une douleur qui est extrêmement forte. Surtout le fait qu'il faut que tu joues par avec... Par rapport à la mâchoire. La mâchoire, ça n'a pas fait mal. J'ai la peur de se noyer. Une fracture, en général, je trouve que ça fait pas si mal que ça. C'est... Quand tu déchires un ligament, ça fait ultra mal. Puis ça fait mal longtemps. Puis il voulait, dans le fond, j'ai continué à jouer avec un ligament déchiré puis une brace alentour de mon genou. Puis vu que c'était le 2e ligament, j'avais 2 braces. Les gars m'appelaient Robocop dans la chambre parce que pour me rendre à la patinoire, je marchais comme Robocop. Mais non, à ce moment-là, on dirait que c'est fini. Tu penses que tu hypothèques ton corps assez puis tu n'as plus besoin vraiment. Tu aurais pu, comme ben genre de ce cas-là, dire je vais aller en Europe, je vais tirer le plaisir, je vais jouer une année, finir sur une bonne note dans une ligue random. Non. J'aurais dû le faire. T'aurais dû? Ouais, en rétrospective, j'aurais aimé ça partir en Europe et visiter. Le hockey là-bas est complètement différent. Tu joues 6 mois par année, tu peux te promener partout. C'est des belles conditions en plus. C'est moins de matchs, puis ça a l'air, en tout cas, de ce que j'entends, puis de ce que... Ouais. Des fois, ça réconcilie les gens avec leur relation au hockey, de dire bon, au moins, je finis sur une note positive, tu sais. Ouais, mais d'un autre côté, tu peux retomber dans le piège aussi de dire que t'es bien là-bas, puis tu gagnes bien ta vie, puis tu peux faire ça encore un autre 10 ans. Ouais. Ça t'intéresse. Puis quand t'as... Comme là, j'avais terminé de faire mon éducation, puis tu sais qu'à chaque année que tu n'utilises pas tes diplômes, mais ça vaut plus grand-chose. Ah ouais, c'est sûr que ça, je comprends. Ça a joué... C'est peut-être plus, mettons, comme...
un joueur en fin de carrière qui veut prolonger, vivre des belles années, genre finir en Suisse. C'est vrai que la Ligue en Suisse est vraiment trippante, etc. C'est très fort. C'est pas même pas tout le monde qui peut jouer là. Ça peut être bien payé, mais non, c'est ça. Fort, ouais. Ouais. Pas beaucoup de voyagements, tu joues 6 mois par année, t'as une belle maison, tu vas faire du ski quand tu veux. Les conditions sont complètement différentes. Tu l'aurais peut-être fait un an, avoir su? Probablement, un an, ouais. Est-ce que tu le regrettes? Je le regrette, oui, mais je vis très Qui bien. d'autre le regrette? J'ai du temps. Et c'est là-dessus qu'on... Non, mais parce que l'affaire qu'on parle pas souvent, parce que les joueurs qui prennent la retraite dans la Ligue nationale, c'est quand même glamour. Si t'as fait des millions, tu prends ta retraite, c'est presque cute. Mais pour un gars comme toi qui a fait un bac, qui dit OK, bon, c'est fini, j'arrête le hockey, on parle pas souvent du processus de deuil. Ça fait quand même 20 ans que tu dédies tout ton attention, tes efforts à faire une affaire que finalement, ça sera pas ça. Mais je pense qu'il faut respecter ce processus-là. Comment ça s'est passé, le deuil, carrément? Le deuil était quand même facile pour moi parce que c'était ancré dans ma tête depuis un petit bout de temps que j'allais pas faire carrière dans la Ligue nationale. Mais pour l'avoir vu chez d'autres personnes, je sais que c'est quelque chose qui est ultra, ultra difficile. C'est pas nécessairement le fait d'arrêter de jouer au hockey, c'est le fait que tu perds ton identité. Depuis que j'ai 3 ans, tu vas dans des parties de famille, puis Nicolas, c'est le joueur de hockey. Puis là, Nicolas, il fait quoi dans la vie? Fait que tu passes du gars qui est cool à faire sa passion au gars qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire dans la vie. Puis encore aujourd'hui, je fais mon travail, mais c'est différent de dire que je peux travailler dans n'importe quoi que je veux demain matin. Quand tu joues au hockey, tu te lèves le lendemain matin, puis tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Mais en même temps, dans le sens pour pas te dévaloriser trop non plus au travers de ça, t'étais aux études, t'étais pas genre, justement comme on dit, sans backup plan, fait que t'avais été intelligent dans le processus, justement pour être outillé pour si jamais ça fonctionne pas, fait que peut-être aux yeux de ta famille pour le premier regard, mais toi-même, puis pour tes proches, tes parents veulent savoir que, bon, OK, mais il est brillant dans le processus, là, fait que quand même. Ouais, mais mais les gens posent beaucoup de questions. C'est gentil, honnêtement. Je suis pas sur Tinder, non, mais tu comprends dans le sens que, tu sais, c'est très valorisant. C'est dans le regard des autres, peut-être, mais pour toi, t'as-tu des regrets, dans le sens, mettons, tu dis à part l'année en Europe, t'as-tu des regrets sur de la façon que tu as bâti tes 2 options? Non, j'ai aucun regret. Puis il y a un côté de moi pendant longtemps qui a pensé avoir failli parce que j'ai pas atteint mon but qui était de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Mais pour te rendre compte plus tard que c'est pas ça, c'est plus le processus. C'est de passer à travers les étapes pour te rendre là qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis de la façon que je réfléchis est basée là-dessus. Mais non, j'ai aucun regret. Jusqu'à quand tu t'es dit ça? Que j'ai comme échoué? C'est jusqu'à quand, ça? Pas nécessairement comme un temps. Je pense encore aujourd'hui, personnellement, que j'ai échoué, que j'aurais aimé ça le faire. Mais tu sais, je vais pas dormir le soir à cause de ça. C'est juste pour moi que c'est une faillite, on passe par d'autres choses, puis on continue. Mais il y a de la mélatonine, là-bas de mélatonine. Ouais, ça fait très, très bien dormir. Je surfe là-dessus, là. Ça ou le fentanyl? Trop. C'est plus fort. NyQuil. Mais maintenant, juste parce que t'enquêtes sur le podcast, plugué pour qui tu travailles, c'est la grande compagnie? Manuvie. Investissement Manuvie. Ouais. Fait que, écoute, je pense qu'on a fait le tour, puis Jean-Thomas, il faut qu'on le laisse aller parce qu'ils sont faire piment fort. Ils sont en train de préparer oui, c'est pas une joke pour vrai. Ils sont en train de préparer les chapeaux à Normand as we speak. Oui. J'espère en avoir un funny. Un gâteau! Merci les gars d'être venus faire un tour podcast. C'était court. Merci aux 4 personnes. J'ai le goût de les nommer. 2 couples, c'est incroyable. Les gens dans le fond, merci. Merci. En passant, oui, il reste 1 minute, mais s'il y en a qui avaient des questions, j'ai oublié de le dire, s'il y en a qui avaient des questions pour un des invités, je parle vraiment à vous, là. Non pas en général, mais s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Sinon, merci aux boys, Manuvie, Jean-Thomas, qu'on peut voir performer dans la Ligue de l'UDA les mardis, je crois. Mardi, jeudi, dans la Ligue de l'UDA à l'Arena Mont-Royal, qui va déménager parce que là, en ce moment, il faut qu'il refasse la réfrigération. C'est le bout le plus intéressant de l'histoire de Dread sur le Tape. La réfrigération à l'Arena. Habile Playmaker, qu'on pourrait comparer à Marco Stuck. C'est une version dégueulasse de Adam Oates. J'adore parce que tu prends un joueur extrêmement... Tu prends un des meilleurs passeurs de l'histoire, mais tu rajoutes le mot dégueulasse. Ben, c'est ça, mais c'est ça parce que ma dernière année junior, j'ai joué junior 2B, c'est pas tant, mais j'ai fini avec genre 8 buts, 47 passes, puis le monde me disait quel joueur idiot. Parce que je lance pas. Je niaise, mais je lance jamais. Quand Thomas arrive en 2 contre 1, le goaler n'est même pas
je ne joue même pas le Non, tir. c'est ça. Et comme quel déjà crétin, dépassé. il va essayer une passe. Genre, c'est comme, ouais, mais là, c'est parce que là, il triche vraiment, tu devrais tirer. Non, je vais quand même essayer la passe à un joueur débutant qui sait pas patiner, parce que c'est ça dans les ligues. Là, Parce que je suis un altruiste, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça en est Trop lourd généreux. pour tout le monde. Tu sais, en plus, ça, c'est ce qui est vraiment drôle, là, dernière affaire. T'as jamais l'air heureux au hockey. C'est ça qui est malade. Tu reviens au banc. Ben oui. Ben non, ben, Ça va? parce que moi, en fait, je pense que je suis dans une état de plénitude, mais je le montre C'est pas. ça, ta Je suis concentré. Mais le hockey, quand je joue au hockey, j'oublie tout le reste, puis j'aime vraiment ça. Ça paraît peut-être pas dans ma face, mais ça. T'as l'air constamment satisfait. Je me dis, mon Dieu, mais le Ben non, bonheur, mais je suis tout le temps. Moi, des fois, je suis moody au hockey, mais juste envers moi-même. Je suis jamais, je vais faire une réaction envers quelqu'un qui joue mal. Mais si moi, je joue mal, je m'haïs. Ouais. C'est En plus, c'est drôle. Un peu comme quand tu dis que t'as l'impression d'avoir échoué, mais des fois, dans un petit échantillon précis, là, si je fais une passe ridicule ou une passe de trop, puis je fais comme quoi j'ai pas shoté, j'ai le goût de me faire une fracture de la mâchoire. Mais j'ai hâte de jouer avec toi. Je vais pouvoir Ouais. t'aider avec Ah la oui, fracture à la mâchoire. Je joue avec Alexandre Beck le vendredi, puis t'en connaîtrais peut-être d'autres, sûrement. Hum. La Ligue à Wong, Sébastien Lavallière. Tu sais qui est Sébastien Lavallière? Je connais Il va pas. falloir que tu connais cette icône. J'adore ça tellement en ce moment. Pourquoi fermer les micros, arrêtez de faire ça, on s'en fout. Merci les boys. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la Ligue? Moi, j'ai oublié. Peu importe. Jean-Thomas Jabin, merci d'être venu faire un tour. Merci, toujours piment, agréable. bon piment fort. Nicolas Tremblay. Allez, le DB, finalement, c'est 6e ronde. Et tout ça pour dire l'important de ce podcast-là. Jay du temps! Jay! Merci d'être venu encore à Québec pour cette édition spéciale. Merci aux 4. Merci, bye-bye. Jean-Thomas Jabin, Nicolas Tremblay, s'il vous plaît, pour les boys! By the way, s'il y en a qui veulent des stickers de Red Sur le Tape, très bizarre à dire en fin de par-dessus un jingle, j'en ai. S'il y en a qui veulent, ne soyez pas gênés, c'est juste gênant à les proposer. Vraiment que le monde Ouais, mette c'est ça. sur leur hood de char. Ouais, c'est ça. Si vous avez un scooter, j'aimerais ça qu'il vroom vroom aux couleurs de Red Sur le Tape. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Tremblay, à John Thomas Jobin d'être venu se prêter au jeu dans un contexte aussi weird. D'ailleurs, Jean-Thomas, qui est lui-même porte-parole d'une exposition qui s'appelle À nous la glace, qui est présentée, je crois, à la Grande Bibliothèque à Montréal. Donc, j'ai vu des annonces passer de lui là, en suit, en rollerblade, qui fait des pubs. Donc, je pense que si vous êtes un fan, vous allez checker ça. Vous voulez checker ça, allez faire un tour. Je suis sûr que c'est vraiment nice. Sinon, je vous rappelle qu'on est dans les derniers moments pour, si vous voulez venir au party annuel, le fin de saison de Dread Sur le Tape, ça va être un party écœurant. On va faire un enregistrement privé devant les membres Patreon. Il va y avoir un encan avec des trucs qu'on a fait signer par des invités, des espèces d'items de collection malades, genre un poster de la saison 1 de Lancer Compte signé par Régent Tremblay, des POC signés de la Suède, des POC signés de d'autres affaires avec d'autres. Je veux pas trop donner de détails, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour, ne serait-ce que pour prendre une bière avec les comparses et les autres passionnés de la rondelle. On va se rencontrer, on va jaser, il va y avoir de la merch, il va y avoir plein d'affaires. Producer Tom va être là dans un coin, en train de se faire intimider. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va valoir la peine. Et tout ça pour dire, il faut être membre depuis, je pense, 3 mois pour être au party. Donc, si vous avez la chance de vous inscrire là, je pense qu'on est dans les dernières semaines là, pour que ça soit legit et que ça compte. Donc, faites-le avant qu'il soit trop tard. Vous ne le regretterez pas. Donc, voilà, je salue d'ailleurs aussi Nick Tremblay qui est venu à ma game de Noël à Montréal. Et on a fait une petite game de Noël d'amis. C'était dans le bonheur et tout ça. Donc, voilà. Sinon, allez faire un tour en général, allez faire un tour sur notre page patreon.com/dreadsultape. Ben des beaux petits bébés là-dessus. Ouais. OK, bye.